Bienvenue dans la formation Anyone Can Scale. Merci d'abord, merci beaucoup d'avoir payé notre première formation payante. Quand vous payez une formation, c'est ce qui nous rend sustainable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir générer des bénéfices, payer des salaires, investir dans la communauté et grandir et faire de plus en plus de super contenu. Cette formation Anyone Can Scale va se passer en plusieurs chapitres. Aujourd'hui, vous avez accès au premier chapitre, le scale individuel. Le scale, ça démarre d'abord par un état d'esprit, toujours changer là pour changer tout autour de soi. Et cet état d'esprit, il repose sur le fait de travailler plus efficacement. Pour donner à ce scale individuel une touche personnelle, on a décidé de travailler avec des gens qui, dans leur métier, ont besoin de scaler pour aller plus vite, plus fort, plus loin et être capable d'avoir plus de temps libre pour mener à bien les projets professionnels dont ils ont besoin. Ce chapitre est divisé en 5 épisodes. Chacun de ces épisodes aborde une des questions du scale individuel. Comment générer des leads, comment définir son pricing correctement, comment automatiser. Chacun de ces épisodes va contenir 3 choses. De la théorie, de la pratique et de la mise en contexte. Notamment avec Valentin qui va vous montrer les outils à adopter et comment faire concrètement pour mettre en place les choses qu'on aura vues ensemble. Chaque épisode du premier chapitre est composé de 3 ingrédients. La théorie, la pratique et la mise en contexte. Notre but, c'est de vous donner envie de changer votre façon de faire. Notre but, c'est de vous dire qu'il est possible d'introduire dans votre business du scale. Rendons ça un peu interactif. Quand vous allez suivre les épisodes, vous allez voir que les épisodes de théorie sont accompagnés d'épisodes complémentaires de Office Hour. Alors, c'est quoi une Office Hour? C'est une pratique qu'on a importée des universités anglo-saxonnes, à The Family, qui est que quand, à la fin d'un cours, on peut aller prendre rendez-vous avec le prof en one-on-one pour mettre dans son contexte personnel en application ce qu'on a vu pendant le cours. Cette pratique est une pratique qu'on a à The Family. Les startups peuvent venir faire des Office Hours et aujourd'hui, on a envie d'ouvrir ces Office Hours à vous dans le cadre de Coup d'État et de vous montrer cas pratique par cas pratique, question personnelle par question personnelle, comment vous pouvez appliquer la théorie que vous aurez vue et compris dans Coup d'État. D'ailleurs, certains d'entre vous qui suivront ces épisodes rapidement, qui auront des choses intéressantes à dire, seront invités pour des Office Hours avec moi ou Valentin. Et ces Office Hours vont permettre de balayer tous les secteurs d'industrie, tous les domaines, tous les sujets, un par un, pour nous permettre de vous montrer en cas pratique comment Anyone Can Scale. Maintenant, il est temps de s'y mettre. J'espère que ça va vous plaire. Vous savez que toute l'équipe Coup d'État, moi, Valentin et tous les gens derrière lui, on adore les feedbacks. Alors, vous n'hésitez pas. Si vous aimez pas, vous nous écrivez. Vous nous dites c'est super, vous nous dites c'est de la merde. Peu importe, ce qu'on veut, c'est votre honnêteté parce que ça nous permet d'améliorer. D'ailleurs, même si vous adorez et qu'il y a des petites choses que vous auriez voulu, différents, etc., Anyone Can Scale, c'est un produit vivant. C'est pas un truc au cinéma qu'on projette et qu'on peut plus changer. C'est quelque chose qu'on va pouvoir améliorer. On va pouvoir rajouter des choses. Moi-même, en faisant Anyone Can Scale, j'ai appris plein de choses sur le scale que je connaissais pas avant, que je suis en train de digérer, que je suis en train d'apprendre. Dans 6 mois, dans 1 an, il y aura des follow-up, des nouveaux épisodes. Parce que Anyone Can Scale, c'est l'effort de toute une communauté et vous en faites partie. Bon, allez, il est temps de s'y mettre. On y va. Bienvenue dans ce premier épisode de Anyone Can Scale. Dans cet épisode, on va aborder ensemble la question de comment générer des leads. Pourquoi on commence par ça? On pourrait se dire, après tout, si j'ai envie de scaler, j'ai plein de choses à être prêt, je dois être prêt pour scaler. Alors, retenez cette leçon. La seule façon de créer un système scalable, c'est de le faire a posteriori, jamais a priori. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous avez besoin de rentrer des lignes dans une base de données en prenant un annuaire. Si vous avez besoin de rentrer 20 lignes dans cet annuaire, ça ira toujours plus vite de le faire à la main, de taper ces 20 lignes, tout seul comme un grand,
plutôt que de faire un logiciel en OCR qui va lire l'annuaire et qui va être capable d'automatiser ça. Il y a un coût au scale, il y a un coût à l'automatisation, il y a un coût à la standardisation qui est une barrière à l'entrée. Et cette barrière à l'entrée, elle ne vaut le coup qu'à une condition, c'est d'avoir du volume. Si vous n'avez pas de volume, si vous n'avez pas de clients, rentrez chez vous, allez chercher des clients. Et c'est pour ça que la première chose dans Anyone Can Scale, la première approche dans Anyone Can Scale, c'est de vous mettre en position d'être débordé, de ne plus pouvoir faire autrement que prendre le temps et scaler. La deuxième chose, c'est que la contrainte crée la force. Je vais vous donner un exemple. Au début de The Family, je recevais 50 à 100 emails par jour. Combien je passais de temps à faire mes emails ? 4 heures, 5 heures, tous les jours. Puis j'ai commencé à recevoir de plus en plus d'emails. 300 emails par jour, 400 emails par jour, 500 emails par jour, 600 emails par jour. Il y a un moment, en 2015, année sombre de mon histoire, je me suis rendu compte que je me levais à 4 heures le matin pour répondre à des emails et je me couchais hyper tard pour répondre à des emails. Et quand les gens me disaient « Alors, tu fais quoi au quotidien ?» J'avais honte de dire « En fait, les gars, je réponds à des emails. » Et en plus, les emails, c'est quelque chose de terrible parce que c'est quelque chose que le monde extérieur vous impose. C'est un peu comme s'il y avait un inconnu qui rentrait dans une pièce et qui vous donnait une to-do et qui disait « Tu vas faire ça » et que vous connaissez pas le type ni de Ève ni d'Adam et que vous le dites « Bien sûr, monsieur, tout de suite, serrez votre café. » Comment on gère un problème comme ça ? On peut apprendre à gérer un problème comme ça que sous la contrainte. C'est parce que j'avais 600 emails par jour que j'ai commencé à scaler mon approche de l'email. J'ai commencé à standardiser mes réponses, j'ai commencé à écrire des templates, j'ai commencé à déléguer, j'ai commencé à forwarder. Et en fait, je me suis fixé comme règle de ne jamais passer plus de 2 heures par jour à répondre à mes emails. Au début, dans les 2 heures, je faisais peut-être 50 emails, puis 100 emails. Et tous les emails auxquels je répondais pas, je les effaçais. Tant pis, fallait passer à côté. Et ça, c'est important. C'est que quand on scale, on doit apprendre à gérer le chaos. Vous allez décevoir des gens en essayant de scaler. Vous allez casser des choses en essayant de scaler. Vous allez rater des opportunités en essayant de scaler. Vous allez avoir des clients qui vont être déçus que vous n'êtes pas un artisan orfèvre qui prend soin d'eux pièce par pièce. Mais c'est pas grave. Parce que tous ces coûts de court terme ne valent rien par rapport à ce que le long terme du scale va vous apporter. À savoir un business qui est beaucoup plus gros que ce que vous imaginez être capable de créer, beaucoup plus important, beaucoup plus rentable, beaucoup plus enthousiasmant. Et c'est ça l'approche du scale. Et donc pour revenir à ma petite histoire d'email, qu'est-ce qui se passait ? De toute façon, quand vous envoyez un mail à quelqu'un qui ne répond pas, si le mail est vraiment important, vous le renvoyez. Finalement, au final, je n'ai pas perdu tant de choses que ça. Et aujourd'hui, je passe moins de 45 minutes par jour à traiter mes emails. Et pourtant, je traite entre 300 et 400 emails par jour. Donc le scale commence par la contrainte. Et c'est pour ça que, quelle que soit votre entreprise, scaler l'approche de la génération de leads, automatiser, standardiser et faire travailler votre communauté. Les 3 outils du scale, automatiser, standardiser et faire travailler votre communauté et vos clients, sont la brique fondamentale qui permettra de scaler d'autres choses. C'est pour ça qu'on commence par la génération de leads. Comment faire en sorte d'avoir en continu des leads dans votre plateforme ? On appelle ça lead. C'est parce que derrière, on essaie de faire une abstraction de tout ce que peut être un client. Mais un lead, c'est un client, que vous soyez en B2B, en B2C, en B2B2C, en B2T, en C2C, peu importe, quelle que soit votre forme, à quel point vous vous sentez original, à la fin de la journée, vous offrez une value proposition à un agent économique. Cet agent économique, s'il trouve de la valeur, il la prend et il vous donne une partie de cette valeur en échange. 100% des business dans le monde, alors 104% des business dans le monde sont comme ça. Évidemment que le sujet, là, à notre stade, c'est de se dire comment créer une routine du lead. Alors, vous allez voir, dans Anyone Can Scale, on parle beaucoup de routines. Les routines sont la base pour permettre de scaler des choses. Routine, ça signifie quoi ? Ça signifie refaire les choses à nouveau et à nouveau et à nouveau. Alors, il y a un film que j'adore, que je cite tout le temps, que je radote, mais ce serait pas mal de le re-regarder maintenant. C'est Jiro Dream of Sushi. Dans Jiro Dream of Sushi, vous avez un maître sushi qui vous explique que pour faire du bon riz, c'est simple. Il suffit de refaire du riz tous les jours pendant 8 ans et qu'au bout d'un moment, le riz est mangeable.
J'adore cette phrase parce qu'il le dit avec une sorte de simplicité, genre bien sûr c'est normal, 8 ans, qu'est-ce que c'est 8 ans? Et puis quand vous réfléchissez, en fait il a raison. Disons que vous avez encore 30 ans de vie devant vous, 40 ans de vie devant vous. Si vous êtes capable de dire que je vais faire le meilleur riz du monde simplement en passant 8 ans à faire du riz, c'est pas grand-chose comme investissement. Et c'est la même chose sur la génération de leads. La seule façon de générer des leads, c'est d'abord d'avoir un mindset que toute personne est un lead. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote que j'adore. Lavinia, qui était ma compagne entre le début d'Anyone Can Scale et la fin, mais qui reste une très très bonne amie. J'arrêtais pas de l'embêter en lui disant « Ton problème, c'est que tu n'as pas assez de leads. Si tu n'as pas assez de leads, tu peux pas avoir de taux de conversion. Si tu n'as pas de taux de conversion, tu n'as pas de clients. Et si tu n'as pas de clients, tu seras jamais forcé de scaler parce que tu trouveras toujours un moyen artisanal de rendre à tes clients ce qu'ils t'ont demandé. » Et puis, vous savez, quand vous êtes un médecin, vous êtes par nature pas un vendeur. Il y a énormément de professions, surtout dans la culture française, où vendre, c'est vu comme un grand mot. Donc la première chose, c'est de sortir de ce truc de « Ok, vendre, c'est un gros mot ». Non, vendre, c'est pas un gros mot. Pourquoi en France, le fait d'être épicier est une insulte? Je me le demande. On a tous besoin d'être dans ce mode où on croit dans ce qu'on fait et donc on vend en permanence. Et si on vend en permanence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est une opportunité de vente. Et j'arrivais pas à la débloquer et c'était une source de tension entre nous. Vous allez dire, pas étonnant qu'elle l'ait quitté. Ouais. Et puis au bout d'un moment, j'étais dans un Uber et j'ai eu cette idée. J'étais dans le Uber et je me suis dit, tiens, le chauffeur Uber là, c'est un client potentiel. Et j'ai commencé à dire au chauffeur, vous savez, Lavinia, elle fait un truc de santé, vous devez être très stressé comme chauffeur, vous devriez essayer, etc. Et j'ai commencé à vendre dans le Uber, à des années-lumière de ce que Lavinia considère être un environnement de vente. On peut se dire, les gens qui ne vendent pas sont des gens qui ont peur de vendre. Et quand on a peur de vendre, on pense que la seule façon de vendre, c'est d'avoir un cérémonial extraordinaire qui s'appelle moment de vente. C'est pas l'idée qu'à chaque minute, dans la rue, comme ça, on peut vendre à quelqu'un. Et évidemment, le chauffeur Uber était intéressé. Lavinia a commencé à répondre aux questions. À la fin du trajet, il a donné sa carte à Lavinia. Lavinia a follow-up avec lui dans les 10 minutes. 15 minutes après, il allait en ligne et il a acheté un kit sur akesio.com. Et à ce moment-là, j'ai vu un déclic. Et quelques semaines plus tard, on ne pouvait plus prendre un Uber sans que Lavinia était en mode pitch. C'était devenu invivable pour moi. Alors j'étais très heureux à titre professionnel, un peu moins à titre personnel. Mais je me suis dit, putain, c'est incroyable. Et puis à un moment, Lavinia me dit, mais en fait, tu sais quoi, on n'a pas assez poussé ce truc. Je devrais prendre que des Uber Pool. Parce que dans les Uber Pool, j'aurai le chauffeur et les autres gens. Comme pour mon métier, je prends un Uber 5 fois par jour. Si dans chaque Uber, j'ai 2-3 personnes, ça fait 15 leads par jour que je peux convertir. Et ça a été un vrai moment de décollage pour Akesio. Parce que le secret de Anyone Can Scale, c'est qu'il faut d'abord apprendre à faire les choses sans scaler pour arriver à la limite de ce qui est faisable manuellement. Et que c'est cette envie de toujours croître, toujours plus, qui donne envie de prendre le temps de bâtir des choses de long terme. Mais ça ne sert à rien d'aller dans sa cave et de préparer des choses pendant des semaines et des semaines et des semaines pour après avoir 0 client. Le prémature scaling, c'est comme ça que les Américains appellent le fait de scaler trop vite. Le prémature scaling est l'une des causes de mort des entreprises les plus violentes. C'est quoi le prémature scaling? C'est le fait d'être tellement persuadé que ce qu'on fait va marcher, d'investir énormément dans la scalabilité de quelque chose qui est en fait relativement théorique, on ne sait pas encore si ça va marcher ou pas, et de se retrouver dans la situation à avoir fait tout cet investissement en amont pour rien. Et à la fin, on est déprimé parce qu'on a fait trop d'efforts pour rien. Si vous passez 1 an dans votre cave à faire un logiciel et que personne n'utilise ce logiciel, la chute, elle va être dure. Parce qu'il ne va pas falloir jeter 1 semaine de travail, il va falloir jeter 1 an de travail. Et survivre psychologiquement au fait de jeter 1 an de sa vie par la fenêtre, c'est très dur. Survivre à jeter 1 semaine de sa vie par la fenêtre, c'est un peu plus abordable. C'est la même chose sur le scale. La raison pour laquelle vous avez besoin de mettre la génération de leads en avant, c'est parce que la génération de leads, c'est ce qui va sous-tendre tous les besoins de scale.
Plus vous avez de leads, plus vos opérations sont complexes. Plus vos opérations sont complexes, plus vous avez besoin d'être capable de les automatiser. Et c'est pour ça que la routine démarre par mettre dans sa vie quotidienne une obsession de la vente. Vous êtes à un dîner avec des amis, vous vendez. Vous êtes à un event, vous vendez. Vous êtes dans la rue, vous vendez. Vous êtes avec un Uber, vous vendez. Vous devez d'abord avoir cette approche du scale de lead dans votre propre vie. Et ensuite, ça va vous motiver à commencer à créer des routines. Alors, la génération de leads, c'est très simple. Enfin, c'est disons conceptuellement très simple, mais beaucoup d'efforts. Ça repose toujours sur les 3 mêmes phases. Où sont mes clients? Qu'est-ce que je dois leur dire? Et comment en avoir plus à cet endroit-là? Pour découvrir où sont vos clients, la meilleure façon, c'est de faire des petits tests. Est-ce qu'ils sont sur Facebook? Est-ce qu'ils sont sur Google? Est-ce qu'ils sont par email? Est-ce qu'ils sont par bouche à oreille? Est-ce qu'ils sont par machin? Vous devez d'abord, dans une première approche, tester tous les moyens de distribution et d'acquisition jusqu'à en trouver un qui est un peu plus naturel que les autres. Dans Coup d'État Entreprendre, saison 2, épisode 8, d'ailleurs, Valentin a parlé dans un grand détail. Je vous encourage, si vous n'avez pas déjà vu cette vidéo, à prendre 3 minutes et aller la voir maintenant. Une fois que vous avez tous ces canaux de distribution, vous les testez un par un et c'est là que commence le scale des tests. Alors, dans la génération de leads, le plus important, c'est la standardisation et l'automatisation. Grosso modo, vous avez dans les 3 phases du lead besoin de réduire le temps. Première phase, c'est qualifier le lead. Est-ce que c'est un bon lead ou pas? Tous les leads ne sont pas des bons leads. Une des bonnes façons de scaler, c'est de savoir dire non. Non, tu n'es pas un bon client, rentre chez toi. Pour ça, il faut savoir exactement qu'est-ce qu'un bon client. La deuxième chose qui est hyper importante, c'est une fois que vous savez que c'est un bon client, quoi lui dire, quel est le cérémonial, quels sont les messages que vous avez besoin de transmettre pour être sûr qu'il va acheter. Et c'est typiquement le genre de choses où il vaut mieux s'asseoir, faire des templates, faire un parcours et essayer d'automatiser cette approche, que ce soit en ligne ou par email. D'ailleurs, si vous êtes un consultant, vous allez vous dire, j'ai pas besoin d'un site internet. Ça peut être des parcours d'email, ça peut être des cérémonies par email. Par exemple, quand une startup rentre dans The Family, elle reçoit un email d'accueil, un message sur Slack d'une personne, puis d'une autre personne, puis d'une autre personne. Tout ça est automatisé et tout ça est fait pour le convertir et lui donner le sentiment qu'il a bien fait de faire ça. Et la troisième chose, c'est qu'il faut faire travailler vos clients. Il faut faire travailler vos clients dans le fait de vous donner l'information pour les traiter le plus rapidement. Et pour ça, l'outil, c'est le questionnaire. On va vous donner des exemples de questionnaires de qualification client. Mais le but du jeu à ce moment-là, c'est d'utiliser les questionnaires et la standardisation de vos questionnaires pour être sûr de pouvoir traiter ensuite les gens de la façon la plus standard et automatisée possible. Un des trucs qu'on m'a beaucoup demandé chez Coup d'État sur la génération de leads justement, c'est comment trouver des clients et comment faire pour les convertir. Et surtout, il y a un aspect en ligne que j'aime bien parce qu'au-delà de l'aspect vendre constamment dans la vie réelle, il y a un aspect vendre constamment en ligne aussi, qui est un moyen un peu plus naturellement scalable d'aller chercher des leads. Et en fait, il y a quelques conclusions que j'ai tirées et que je partage dans les office hours que j'ai pu faire avec Léa, avec Lavinia, avec Fabien ou avec Guillaume. Et ces leçons, finalement, il y en a assez peu et elles sont assez simples à comprendre. La première leçon qu'on doit tirer de la façon de bien vendre un produit ou un service ou une activité en tout cas en ligne, c'est comment on construit une landing page pour donner envie aux gens de s'inscrire. Le discours de votre landing page, c'est un sujet dont j'ai parlé longuement dans l'épisode 1 de la saison 2 de Coup d'État Entreprendre. Donc je vous invite aussi à aller le voir. Il y a plein de trucs qui vont se recouper dans Anyone Can Scale avec la saison 2 parce que forcément on parle de concepts des fois similaires. Dans la saison 2, dans l'épisode 1 sur les landing pages, il y a un truc que j'explique qui est important et que j'aimerais approfondir ici dans Anyone Can Scale, qui est la création d'un discours qui est pertinent, qui est impactant et qui te permet de faire comprendre aux gens exactement ce qu'ils vont acheter quand ils vont acheter ton produit ou ton service. Une landing page, ça va toujours se construire en blocs. Tu vas avoir un premier bloc qui est la première grosse partie que les gens vont voir sur ton site, un deuxième bloc qui va peut-être être une explication un peu plus détaillée, un troisième bloc, un quatrième bloc, etc. L'idée, c'est que tu vas construire ta landing page en blocs. Et que chacun de ces blocs doit avoir un objectif. Ces objectifs, ils sont découpés en 3 catégories. Ils sont le why, le how et le what. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la façon de vendre
quelque chose de la meilleure manière, c'est de combiner ces 3 choses. C'est de combiner le pourquoi je vends, le comment on va faire pour faire en sorte que ce produit soit intéressant pour toi et le qu'est-ce que c'est le produit concrètement. Le truc, c'est qu'en fait, le why, c'est un mot comme ça qui a été balancé à beaucoup de sauces sur Internet et dont on ne comprend pas vraiment la signification. Le why, ça veut dire quoi? Le why, c'est pas la grande raison métaphysique pour laquelle tu as créé ta boîte et ta vision à long terme, etc. Si là, aujourd'hui, je viens et je commence à vendre Coup d'État à quelqu'un, je vais pas commencer à lui expliquer que Coup d'État, l'ambition, c'est de changer la façon dont les gens s'éduquent dans le monde, etc. Ce que je vais lui vendre, c'est plus comment lui, ça peut l'aider. Et ben le why, c'est exactement ça. Le why, c'est pourquoi est-ce qu'on a créé ce produit ou pourquoi est-ce qu'on propose ce service pour t'aider dans ta vie. Donc d'abord, on va commencer par dessiner cette landing page. Première chose, je pense que si vous voulez regarder comment on crée une landing page, regardez Coup d'État Entreprendre saison 2 épisode 1. C'est là que je parle de la création d'une landing page. Mais donc là, je vais reprendre rapidement les mêmes concepts et vous expliquer ce que j'ai en tête pour Léa. En gros, je pense que le début de la landing page, ça va être une photo d'elle. Il va y avoir une photo d'elle et ici, il y aura un texte qui dit concentrez-vous sur votre boîte, je m'occupe du légal. L'idée, c'est que c'est vraiment le why. C'est OK, voilà ce que je te propose si tu achètes mon service, c'est que tu vas pouvoir te concentrer sur ta boîte et c'est le truc le plus important en tant qu'entrepreneur. Et juste en dessous, on va expliquer concrètement ce que fait Léa quand même, qui elle est et ce qu'elle propose comme service. Donc on va dire Léa Evrard, avocate spécialisée en start-up. Tac, on va venir faire descendre l'image jusque là. Ici, peut-être qu'il y aura un logo avec un menu, quelque chose comme ça. On commence à imaginer des choses. Hop, et ici, ça va venir être en couleur, je pense. Par exemple, dans le cas de Léa, il a fallu trouver un why qui était un peu standardisé pour pouvoir attirer des clients, pour pouvoir attirer des leads et que les gens aient envie de s'inscrire, qu'ils se sentent compris. Pour ça, ce qu'on a fait sur le site de Léa, sur la landing page de Léa, on a écrit la phrase qui est la raison pour laquelle Léa est une si bonne avocate et pour laquelle ça tourne si bien son affaire. C'est que, en fait, elle aide principalement des startups. Et que ce qu'elle a compris, c'est que les startups, les entrepreneurs, ils n'ont pas beaucoup de temps, qu'ils ont encore moins de temps à accorder au légal et que ce qu'elle vient faire, c'est pas des prestations légales. La raison pour laquelle, le pourquoi elle est avocate et le pourquoi c'est intéressant d'acheter chez Léa, c'est parce que non pas elle propose des prestations légales de bonne qualité, enfin, si c'est vrai, mais la vraie raison, c'est parce qu'elle te fait gagner du temps dans la création de ta boîte. Et qu'en tant qu'entrepreneur, le temps est ton asset principal, c'est la ressource dont tu as le plus besoin et la plupart des entrepreneurs qui fonctionnent sont conscients de ça. Et donc quand tu arrives sur une landing page où on te dit « moi mon pourquoi c'est te faire gagner du temps dans ta boîte pour pouvoir grossir plus vite », c'est sûr que tu commences déjà à être convaincu émotionnellement. How ? How, c'est là que va rentrer toute la partie sur ce qui te rend légitime, entre guillemets, tu vois, et les méthodes que tu vas utiliser. Donc, c'est pas encore what, ou what, c'est vraiment le qu'est-ce que tu vends. Donc, tu vois, des packages de prestations, au final, toi, il va y avoir quasiment rien d'affiché sur ce que tu vends. Peut-être que c'est un truc, peut-être que tu peux vendre l'abonnement, comme tu disais, ou alors une prestation spécifique. Ça, c'est vraiment ton what. C'est OK, voilà ce que tu peux acheter chez moi. Matière Par contre, le how, c'est quelle est ton approche, quelle est ta méthode, pourquoi c'est intéressant de le faire avec toi, quoi. Ouais. Donc, vas-y, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Je pense que être au sein déjà de l'écosystème et avoir bossé avec beaucoup d'entrepreneurs, ça te permet de comprendre comment ils bossent et comment ils pensent surtout. Et comment ils ont envie de travailler. Donc tu vois, déjà, tout ce qui est timing, réactivité, efficacité, c'est même pas un prérequis, c'est juste si t'as pas ça, ça va pas marcher. Ouais. Donc être toujours dispo, super réactif. Et surtout comprendre leur état d'esprit, je pense que je le partage à 100% leur mindset. Donc voilà, comprendre comment ils bossent, savoir que tout va à 2000 à l'heure. Pour eux, une journée, c'est hyper important. C'est vraiment un autre monde que le monde d'un client PME ou société classique. C'est vraiment différent. Déjà, la clientèle est très jeune. En vrai, c'est trop intéressant parce que c'est vraiment ça qui compte.
C'est genre, on a compris qu'en tant qu'entrepreneur, vous avez le légal, ça vous cassait les couilles et que. Ouais, et au-delà de que- ça, même si tu vois, tu tombes sur un mec qui aime ça, c'est juste il y a pas le temps en fait. Ouais, t'as pas le Pas temps. le Ouais, temps. ouais, c'est vrai. C'est pas tellement. C'est pas tellement relou. que ça te fait chier. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont reloues Ouais. pour un entrepreneur parce que tu as juste envie de faire ton business et de développer Ouais, ton c'est ça, produit. c'est ça. Et donc toutes les choses à côté qui sont indispensables à ton business mais qui t'intéressent pas, bah faut quand même les faire. Et c'est juste que tu as envie d'y consacrer le moins de temps possible. Ouais. Ouais, ça me Donc, parle beaucoup. Genre, en vrai, c'est trop bien. Et du coup, t'as ton how qui est, en fait, je suis la bonne personne pour le faire. Tu vois. Parce que je comprends votre état d'esprit. Exactement. Mm. Enfin, genre moi, on va faire ce Ouais. site, hein. On va faire Ouais. ce site. Ouais. Moi, je tombe sur ce site, j'achète direct, quoi. Ouais. Et ensuite, tu déclines. Tu déclines avec le comment. Donc, tu vas faire un autre bloc en dessous. Et le comment, ça va être, Léa, elle est avocate pour start-up depuis 6 ans. Elle est avocate en droit des affaires. Elle a connu tout l'écosystème de start-up. Elle vient bosser hyper régulièrement chez The Family. Donc, elle côtoie tout l'écosystème de The Family. Et les entrepreneurs sont une passion pour elle. Donc, en fait, elle comprend parfaitement leur état d'esprit. Elle comprend comment elle peut les aider réellement dans chaque cas auquel elle est confrontée. Et ça fonctionne hyper bien. Je pense qu'un autre truc qui est important sur une landing page, si tu veux que ça convertisse, c'est de mettre des témoignages. Léa, ce qui est trop bien quand tu as un business qui tourne déjà, ce qui est normalement le cas pour les gens qui regardent Anyone Can Scale, la plupart d'entre vous en tout cas, c'est qu'en fait, vous avez déjà des clients qui sont satisfaits de votre travail et vous pouvez utiliser le leverage que vous apportent ces clients pour convaincre de nouveaux clients d'arriver. Donc ici, par exemple, Léa, peut-être qu'on pourra faire une galerie avec les photos de ses clients et des témoignages. Elle peut aller contacter tous ses clients et leur faire dire, OK, travailler avec Léa, c'était un plaisir pour tel et tel truc. J'avais telle problématique et du coup, je l'ai résolu grâce à Léa. Enfin voilà, c'est encore comment on fait pour faire se projeter les gens dans la vision avec Léa, sans Léa. Et donc, le what Le what, c'est donc t'as la technique juridique, ta matière, voilà, je vais faire pour toi les documents, je vais m'occuper de tout ce que je peux m'occuper moi-même en essayant de te faire gagner un max de temps. Et il y a aussi utiliser les outils. Typiquement, aujourd'hui, les signatures électroniques, c'est même plus une question. C'est genre, t'es vraiment obligé de passer par là parce qu'un entrepreneur déjà qui a une imprimante chez lui ou dans ses bureaux, c'est rare aujourd'hui. Ouais. Quand je vois que parfois on demande encore des numéros de fax, je me dis bon, faut quand même se mettre à la page, tu vois. Donc, essayer d'utiliser des outils qui peuvent leur faire gagner encore plus de temps. Signature électronique, suivi, et genre en gros, ça va être une demande de dossier, quoi. Et ensuite, tu vas avoir le what, donc un autre bloc éventuellement, et après tu peux mixer, en faire plus et allonger ta landing page autant que tu veux. Mais tu vas avoir un autre bloc qui va être sur le what. Qu'est-ce qu'elle vend ? Eh ben Léa, elle vend une prestation abonnement qui est sur le long terme, et elle vend des packaging de différentes prestations, et en fonction des différents stades de ta boîte, elle va avoir différentes prestations possibles, etc. Et ça, elle peut l'afficher sur son site, ou elle peut commencer à avoir un début de questionnaire pour que les gens puissent prendre rendez-vous avec elle, estimer leurs besoins légaux, etc., etc. Ici, on va pouvoir rajouter, je pense, un système de package. Peut-être que c'est un gros truc de pricing comme ça. Je ne sais pas encore trop, mais c'est la prestation exclusive plus l'abonnement. Donc, Presta unique, abonnement. Et en tout cas, donc ici, il y a une liste des choses qu'elle offre dans chaque offre. Peut-être qu'il y a une petite offre de base qui est conseil gratuit, ou peut-être qu'on va remettre ici genre juste le PDF des bonnes pratiques pour faire du légal en startup, avec un call to action qui va remonter sur le questionnaire et qui du coup nous permettra de faire le lien. Et ensuite, on mettra un petit footer et ce sera très très bien. Ok, donc là on a le discours de notre landing page. Qui va être vraiment genre ce truc-là, et ça, c'est à la fois le discours de ta landing page et à la fois le discours de toi, fondamentalement, genre sur comment tu fais pour vendre ton truc. L'intérêt, c'est que sur cette landing page, si on arrive à envoyer suffisamment de gens en acquisition sur cette landing page et qui trouvent que le discours est intéressant, ils vont souscrire. Mais ils vont souscrire à quoi ? Parce qu'en fait, tout le truc, c'est si tu leur proposes uniquement d'envoyer un dossier ou de s'abonner, tu peux pas savoir qui est intéressé et tu peux pas savoir comment ta landing page performe. Parce que aujourd'hui, tu vois, tu as 1 ou 2 clients par mois qui viennent du bouche à oreille ou quoi. Avec une landing page comme ça, dans le meilleur des cas, tu vas monter à 5 dossiers par mois et c'est pas assez pour pouvoir itérer sur la qualité de ta landing page et avoir de plus en plus de leads. Un lead,
ça reste un truc qui n'a pas acheté, tu vois, ça reste un prospect, c'est quelqu'un qui n'a pas encore acheté. Comment on fait pour créer des prospects? C'est quoi le call to action de cette page qui permet aux gens, ou en gros, toi, tu peux avoir leur adresse mail, quoi. L'idée, c'est de prendre conscience qu'une landing page, elle est là pour convertir non pas directement à l'achat, mais elle est là pour convertir les gens en leads. Parce qu'en fait, il y a une grosse confusion que j'observe beaucoup quand on commence à parler d'outils, de landing page, etc. qui est « Ok, j'ai fait ma landing page, j'ai tout construit, j'ai utilisé tel outil, j'y ai passé X heures et je suis très fier de la landing page que j'ai sortie. Et maintenant, c'est comment que je mesure mon succès ?» Et en fait, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de nombre magique auquel que tu peux atteindre et où les gens se disent, enfin, et où tu peux te dire, ouais, j'ai du succès, c'est bon, j'ai eu 600 leads et c'est bon. Le problème, c'est que il faut arriver à créer un flow continu de vente. C'est ça qui est intéressant dans une landing page, c'est d'avoir constamment des gens qui vont visiter ton site internet, donc en proposant plein de canaux d'acquisition, ça peut être des pubs, ça peut être posté dans des forums, dans des communautés, un peu partout, voilà, d'amener beaucoup de monde sur une landing page et ensuite de les transformer. Une des grosses erreurs qu'on peut facilement faire quand on crée une landing page pour la première fois ou même à la suite, en fait, j'ai fait cette erreur-là à des centaines de fois, genre vraiment c'est terrible. Et en fait, il faut arriver à sortir de ce schéma-là, c'est de se dire que la landing page est là pour vendre directement le produit aux gens. Ce qui fait que quoi? Les gens, ils arrivent sur la landing page, ils lisent le texte, ils trouvent ça cool, et puis le seul truc qu'ils peuvent faire, c'est dépenser X euros. Et des fois, c'est des sommes chères, et donc plus la somme est chère, plus la barrière à l'entrée est complexe, et donc c'est difficile de vendre directement à quelqu'un sans avoir créé une sorte de relation avec lui. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Dans ce cas-là, la bonne pratique, c'est de reproduire un processus de sales réel, donc comme tu ferais pour vendre à quelqu'un dans la vie réelle, mais le reproduire en ligne, pour pouvoir le scaler justement. Le truc, c'est que, qu'est-ce que tu fais quand tu fais du sales avec quelqu'un ? Tu tisses une relation avec lui ou avec elle. Ça veut dire que tu vas rencontrer la personne, tu vas avoir une première conversation avec elle pour déterminer quels sont ses besoins. Ensuite, tu vas faire un follow-up et tu vas lui envoyer un petit mail. Alors, quelles sont les nouvelles? Est-ce que tu as réfléchi à l'implémentation de ma solution? Et puis, tu vas, au fur et à mesure de la relation avec lui, découvrir quels sont ses points de friction importants et comment toi, ta solution, ton service ou ton produit peut venir l'aider dans la résolution de ces problématiques importantes. Ça, c'est le processus de vente que tu fais quand tu vas discuter avec quelqu'un et faire du sales avec quelqu'un de manière normale dans la vraie vie. Et bien en fait, en ligne, c'est exactement la même chose. En ligne, l'objectif de ta landing page, ça doit pas être de convertir les gens à l'achat directement. Ce serait comme venir voir quelqu'un dans la rue, aller lui parler et lui dire « Hey, salut, est-ce que tu veux acheter mon produit? Achète mon produit !» Évidemment, ça marche pas. Alors que si, sur ta landing page, tu fais un formulaire qui te permet de juste laisser une adresse email et en échange avoir quelque chose gratuit, c'est ce que je proposais à Léa par exemple. À Léa, je lui disais, tu fais un PDF avec tes meilleures pratiques légales pour les startups, les gens ils laissent leur adresse email, ils reçoivent le PDF gratuitement, tu vas choper plein d'adresses email. C'est le petit pied dans la porte, la première chose, le premier début de relation. Et je trouve que commencer une relation par donner quelque chose gratuitement, c'est toujours quand même plus engageant pour la personne en face. C'est pareil pour Lavinia, ce que j'ai dit à Lavinia, c'est laisse les gens mettre leur email et tu vas pouvoir leur envoyer ta newsletter gratuitement et hop, ça engage les gens. Et qu'est-ce que tu fais une fois que tu as capté ces emails-là, une fois que tu as capté des leads, donc que tu as transformé tes visiteurs de ton site en leads? Parce que c'est ça l'intérêt, c'est de transformer des visiteurs qui sont juste un chiffre dans des outils de tracking comme Google Analytics. Ah, j'ai 600 personnes qui ont visité ma page aujourd'hui, personne n'a acheté. J'ai 600 personnes qui ont visité ma page aujourd'hui, dont 300 qui sont devenus des leads, des gens qui sont intéressés et qui ont laissé leur adresse email. L'idée, c'est qu'à partir de là, tu vas pouvoir leur envoyer des emails régulièrement, peut-être de façon automatique. Donc tout ça se standardise et s'automatise parce que tu peux scaler ta génération de leads et la façon de les traiter. Et une fois que tu auras pris ces leads et que tu les auras mis dans une espèce de funnel de conversion, tu vas pouvoir commencer à bâtir une relation de manière plus ou moins automatique. Cette relation, elle va être destinée à faire la même chose que dans le processus de vente, c'est-à-dire déterminer quelles sont les problématiques de la personne, déterminer quels sont les fits par rapport à ce que tu vends qui peuvent l'aider à résoudre les problèmes qu'elle a dans sa vie. Et ensuite, finir par closer et enfin avoir fait une vente. J'ai vu trop de landing pages essayer de vendre directement. Faites des formulaires de leads, faites des formulaires pour capter des emails. Si vous arrivez à capter plus d'informations gratuitement, faites-le. En tout cas, votre landing page elle doit vous servir à récupérer des informations sur les personnes qui sont intéressées par ce que vous proposez et pas à vendre directement. Ça, c'est clair et net. Très souvent, ce qui est bien, c'est de donner un truc gratos. Toi, dans ton cas, peut-être que
tu as un truc où c'est obtenez gratuitement un diagnostic légal de votre boîte ou genre laissez votre problématique et peut-être qu'on vous aide gratos à un truc, tu vois. Peut-être. Peut-être que c'est obtenez un PDF de mes meilleures pratiques légales que j'ai faites et du coup les gens ils laissent leur adresse mail en disant ah bah ouais moi ça m'intéresse, je veux en savoir plus et donc tu as leur adresse mail et après tu peux les convertir progressivement à bon bah salut est-ce que tu as des problématiques actuellement et si jamais tu en as hésite pas à soumettre un dossier, tu vois. Donc en fait c'est vraiment une étape intermédiaire qui va permettre aux gens de montrer leur intérêt pour ce que tu fais même s'ils n'ont pas forcément une problématique là maintenant et que toi tu puisses les tenir au courant, par exemple dans une newsletter ou quoi, ou du coup, genre le jour où ils doivent faire appel à quelqu'un, ils vont penser à toi. Ouais, bien sûr. C'est les mettre dans un funnel, tu vois. Est-ce que tu serais prête à offrir gratuitement à ces clients-là pour que ça te génère des leads qui vont devenir par la suite des clients? En fait, c'est quelque chose que je fais déjà pas mal aujourd'hui. Je pense que ça peut être... s'ils ont besoin d'une office hour, discuter 1 heure avec un avocat sur des problématiques évidemment auxquelles je peux répondre, ça peut être ça. Donner de mon temps gratuitement, ça peut être leur donner des templates parce que souvent ils ont besoin de mettre en place quelque chose très rapidement, un contrat, des conditions générales, un pacte, des statuts, leur filer des modèles. Moi j'ai aucun problème avec ça, c'est quelque chose que je fais déjà pas mal aujourd'hui. Ça c'est stylé. Ça peut les aider dans un premier temps, les faire avancer et demain quand ils ont des vraies problématiques et un budget juridique pour mettre en œuvre ces opérations, à ce moment-là, c'est souvent aussi comme ça que ça convertit. C'est du pay it forward. Tu leur donnes des choses. Moi, j'ai aucun problème à filer mes modèles, à donner des conseils gratuitement. Après, il faut que ça soit quelque chose de pas trop chronophage parce qu'après, c'est ingérable. Filer des conseils. Si tu leur proposes une office hour, tu risques d'avoir beaucoup de gens qui convertissent. Mais putain, y passer du temps. Ton agenda. On n'est pas du tout dans le scale. Filer des modèles, c'est trop stylé. Genre, si jamais tu leur fais un CTA avec laisse ton adresse mail et en échange, je vais t'envoyer tous les trucs, tous mes modèles de documents pour les startups. Il y a moyen que ça peut être un package de comment monter ta boîte ou c'était pas mal l'idée de c'est quoi les meilleures pratiques dans tel et tel sujet, qu'est-ce que je conseille de faire quand tu montes ta boîte pour te rémunérer, comment tu peux faire rentrer tes associés au capital, c'est quoi les 10 points clés d'une levée de fonds, des choses comme ça peut être intéressant. Carrément, Donc ça c'est clairement des choses qu'on peut mettre en œuvre. Donc ça trop stylé et ensuite donc ça c'est ton CTA pour choper des leads. Donc déjà la première chose qu'il va y avoir sur une landing page c'est un call to action. Ce qu'on a décidé avec Léa, c'est que si on voulait capter des leads, donc avoir des gens qui sont intéressés, il fallait leur offrir quelque chose. C'est un truc qui est important. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur proposer un PDF que Léa va rédiger avec ses meilleures pratiques légales pour les startups et potentiellement des templates de documents, etc. Enfin, en tout cas, un package qu'on va proposer. Donc ici, on va faire une espèce, je pense, de grosse carte où on explique ce qui est offert. Hop, c'est une sorte de cadeau quoi, tac. Et ici, la carte avec les gens pourront rentrer leur adresse mail et valider en laissant leur adresse email. Donc là, ici, c'est une partie qui est pour générer des leads. Donc voilà, aujourd'hui, si tu es intéressé par quelqu'un qui te propose du légal spécialisé en startup, tu peux télécharger ce document qui est intéressant pour toi. Donc c'est un moyen pour Léa de collecter des adresses mail et on verra plus tard, il y a des moyens comme ceux qu'on met en place avec Lavinia pour contacter ces personnes-là automatiquement et voir si elles ont des besoins qui fit, etc. et si elles peuvent potentiellement faire des demandes à Léa pour des prestations d'avocat. Et après, tu as quand même la possibilité de faire une demande de dossier, genre de faire une explication de projet. Et donc là, tu as ton explication de projet. Donc quand même, sur le site, c'est possible de le faire. Tu vois, genre le call to action principal, ça va pas être ça parce que tu veux qu'il y ait pas mal de gens qui deviennent des leads, qui pourront penser à toi dans le futur, que tu pourras relancer, etc. Mais tu veux quand même que les gens aient la possibilité d'acheter. Ouais, bien sûr. Et donc là, il y a toute cette histoire de questionnaire où ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on se pose sur tes 50 derniers dossiers. On va peut-être pas le faire maintenant. On se pose sur ces 50 derniers dossiers et on regarde s'il y a et qu'on voit ce qui revient le plus régulièrement. Et donc on construit un questionnaire à partir de ça qui permet aux gens de t'envoyer une explication de projet qui est plus pertinente que juste les mails qu'ils envoient d'habitude, qui répond aux questions dont tu as besoin la plupart du temps. Et pour que tu puisses passer à l'étape suivante qui est faire ta propale. Ok. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un questionnaire qu'on va utiliser avec Typeform.
On va intégrer le questionnaire Typeform directement dans le site web. Et donc, si les gens ont des demandes légales à faire à Léa qui sont potentiellement des contrats pour elles, on va leur faire pré-remplir le formulaire pour qu'ils indiquent leurs besoins. Sur la partie questionnaire en elle-même, on va le voir dans l'épisode sur comment faire pour déléguer des tâches à tes clients. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Léa, ce qu'elle fait, c'est qu'au lieu d'appeler le client et lui demander quels sont ses besoins et qu'elle travaille elle laisse le soin au client d'indiquer quels sont ses besoins. Donc, elle fait travailler le client à sa place. Et donc ici, pour le truc de génération de leads, ce qui est important, c'est sur la landing page d'avoir un questionnaire qui va être intégré directement dans le site. Donc on a dit qu'ensuite, une fois qu'on aurait présenté l'activité de Léa et sur le why, etc., on devrait faire un formulaire dans lequel les gens pourraient indiquer qu'ils sont intéressés par recevoir le PDF des bonnes pratiques de Léa. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier cette partie-là. Hop, et donc ici, on peut rajouter en fait des blocs où on peut modifier ce truc-là. Donc ça va être reçoit ou recevez. Donc ici, on va supprimer ce texte et on va le remplacer. Donc on va créer un nouveau bloc, on va le remplacer par un formulaire. Donc on va laisser nom email, mais objet et message, on va l'enlever. Hop, on va appliquer. Et en fait, ce qui est bien avec Squarespace, c'est que du coup, tout se drag and drop. Et donc, on va pouvoir le mettre à côté de l'autre bloc. Et tac, on a notre formulaire, on va enregistrer et ici voilà, on a directement, donc si on fait une preview du site, on a directement un truc avec recevez un PDF gratuit avec toutes mes bonnes pratiques légales pour les startups, nom, prénom, email et confirmer. Et donc là les gens peuvent déjà s'inscrire pour devenir des leads et on va pouvoir connecter tout ça avec Zapier, avec Google Drive, etc. pour déjà commencer à avoir un système dans lequel tes clients rentrent, tes leads rentrent et tu commences à t'occuper d'eux de manière automatique. Vous allez pouvoir traquer deux choses. La première, c'est ici, combien de gens qui ont visité votre page sont devenus des leads? Quel est le pourcentage de ces gens? Et ici, combien de gens ont visité votre page? Combien ont répondu au questionnaire et ont fait une demande de prestation? Et en fait, ces deux pourcentages-là, c'est vraiment les deux trucs essentiels à traquer quand tu as un site pour pouvoir améliorer la page et faire augmenter ces métriques-là. Le truc qui est intéressant, c'est de le faire par exemple une fois toutes les 2 semaines ou peut-être une fois par mois et de se poser une fois par mois et de dire ok, ma génération de leads aujourd'hui, elle en est là. Je sais que s'il y a 100 personnes qui rentrent sur le site, eh ben, je vais avoir 20 personnes qui vont devenir des leads et 3 personnes qui vont devenir des potentiels clients qui seront un peu plus avancés dans le process. Donc ça, c'est pas mal, c'est intéressant et ça te permet d'itérer et d'améliorer ta page. Maintenant, concrètement, comment on va créer ce site? Dans l'épisode 1 de la saison 2 de Coup d'État Entreprendre, je montre comment créer une landing page avec Strikingly. Strikingly, c'est un outil qui est très très basique, mais qui permet de faire le taf de ce genre de landing page. Là, ici, je vais en montrer un nouveau qui s'appelle Squarespace. Mon objectif sur cette présentation de Squarespace, c'est pas de vous montrer comment je vais faire la landing page entière, c'est de vous montrer un peu les fonctionnalités basiques de Squarespace et qu'ensuite vous puissiez aller vous former tout seul sur comment transformer un dessin en une vraie page web qui va vous permettre d'accueillir des leads, etc. Donc, je pense que on va aller sur Squarespace. Je vais cliquer sur commencer. Donc, la première chose que Squarespace vous propose, c'est de choisir un template à partir duquel travailler. Donc, vous pouvez choisir un template en fonction de ce qui vous plaît, en fonction de ce qui correspond à peu près à ce que vous voulez, etc. Donc, ici, par exemple, je vais prendre celui-là au hasard. Hop, il a l'air bien. En plus, il y a des petits pickles. Ils font des cornichons, donc ça correspond parfaitement avec le champ d'action de Léa. C'est super. Commencez avec ce design. Donc, sur Squarespace, c'est un outil qui est très simple, mais pas trop basique. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un juste milieu jusqu'à une certaine limite. En tout cas, pour créer des landing pages comme celle-là, c'est extrêmement puissant. C'est un de mes outils préférés. Et en fait, c'est assez simple parce que tout marche en drag and drop et avec ce menu sur la gauche. Donc en fait, ici, on va pouvoir venir modifier tous les éléments du site, modifier les photos, modifier les textes, etc. Et ici, là, il y a un système de commandes, d'inventaire de clients parce que ce template permet ça. Mais après, ici, par exemple, dans Design, si je vais dans Style du site, dans Design, en fait, je peux venir ici cliquer sur ce titre-là, par exemple, et venir modifier la taille de la police, etc. Et donc voilà, donc vraiment, il y a plein de choses à fouiller dans Squarespace, mais tout est réuni dans un seul menu qui est à gauche juste ici.
Et en fait, ça te permet de modifier vraiment tout le site à ta convenance, de rajouter des éléments, etc. Donc si ici, par exemple, je veux venir modifier le texte qui est juste là et écrire le texte qu'on a décidé, donc concentrez-vous je m'occupe du légal et ici, on va enlever ce truc-là et on va rajouter Léa Évrard. Et on enregistre. Et donc voilà, on commence à avoir un... Ah, j'ai écrit conctrez-vous. C'est pas le bon mot. Et si on vient modifier ici la bannière et qu'on change l'image, ce qui est bien, c'est qu'on peut aller chercher directement des images dans Unsplash directement à l'intérieur de Squarespace. Enfin, vraiment, c'est extrêmement puissant. Bon, on va prendre une photo au hasard. C'est juste pour vous montrer les besoins de cette vidéo. Je vais bosser après dessus un peu plus sérieusement parce que ça va plus vite que de l'expliquer en vidéo, mais vous allez voir le résultat plus tard. Hop, et donc ici, on peut changer la photo de la bannière et avoir quelque chose qui est plus là. Donc l'idée, ce sera à terme de mettre une photo de Léa juste ici et qu'elle puisse du coup afficher sa tête et qu'on la voit et on va pouvoir potentiellement, c'est un des trucs qui vont aider à convertir. Je veux dire, on peut faire des photos de Léa un peu marrantes où elle a, je sais pas moi, genre un marteau, enfin elle est en tenue d'avocat mais en fait il y a quelque chose un peu relié aux startups. Enfin voilà, on peut vraiment imaginer tout un univers dans ce site-là pour permettre de montrer, d'illustrer la vision que Léa veut porter par rapport à ça. L'idée, c'est pas de vous faire un cours complet sur la façon de créer une landing page sur Squarespace. L'idée, c'est plutôt de vous montrer qu'en fait, Squarespace est un outil très très simple qui te permet de prendre tout ce qu'on a dit ici dans notre schéma de landing page sur le why, le how, comment on génère des leads, est-ce qu'on peut intégrer un questionnaire Typeform, est-ce qu'on peut montrer un système d'offres, etc. Squarespace est un outil qui embarque déjà tout ça parce qu'en fait, c'est des besoins qui sont génériques. Tous les gens qui ont des boîtes aujourd'hui vont avoir besoin de générer des leads, vont avoir besoin de montrer à leurs clients ce qu'ils font, vont avoir besoin de vendre et tout le jeu et l'intensité que tu dois mettre, c'est de poser la question de comment je peux utiliser un outil comme Squarespace. Il y en a plein d'autres, il y a Wix, il y a Strikingly, tu peux coder ton site toi-même, tu peux le faire coder par un freelance, enfin vraiment il y a énormément de choses que tu peux faire. En tout cas, l'objectif final, c'est avoir une landing page sur laquelle toi tu vas pouvoir capter des leads, montrer aux gens quelles sont tes offres et indiquer que ton offre, c'est pas juste c'est moi je suis avocat, ou là en l'occurrence c'est moi je suis avocate, ou c'est moi je suis coiffeur, ou c'est moi, peu importe ta profession, peu importe ton métier, c'est pas juste de dire voilà ce que je fais, c'est de dire voilà pourquoi je le fais et pourquoi ça va vous aider de booker à travers moi et donc de vous permettre de générer des leads que vous allez pouvoir contacter par la suite pour voir s'ils peuvent devenir des potentiels clients. Avec Léa, c'est un super bon exemple et ça marche avec Lavinia, on le voit aussi dans les autres Office Hours d'Anyone Can Scale. Mais en fait, je réinsiste et je récapitule. L'idée quand on crée une landing page et quand on veut générer des leads et à terme automatiser cette génération de leads, ce qui est quand même un objectif si on veut scaler qui est important, eh ben, il va falloir vraiment passer par ce why. Quelle est la raison pour laquelle vous vendez, pas la raison pour vous, mais la raison pour votre client. Le comment, le how. Qu'est-ce qui fait que vous êtes légitime à vendre cette solution? Qu'est-ce qui fait que quelle est l'approche qui vous différencie un peu de ce qui pourrait exister éventuellement? Je dis pas qu'il faut benchmarker, qu'il faut aller regarder la concurrence. Je dis juste que posez-vous la question de ce qui vous fait penser que vous êtes la bonne personne ou la bonne entreprise pour délivrer ce service ou ce produit. Et ensuite, le what, c'est qu'est-ce que vous vendez concrètement. Si vous avez ça dans votre landing page, que c'est bien structuré, que c'est beau, que ça parle à votre cible et que vous trouvez des moyens d'attirer des gens sur cette page régulièrement, vous allez commencer à pouvoir mesurer un taux de conversion et c'est la première étape vers la scalabilité de la génération de leads. Et quoi qu'il en soit, si vous voulez voir un peu plus de Léa en action et de voir comment on a fait pour transformer la chaîne de valeur de Léa de quelque chose d'un peu chaotique et un peu compliqué à quelque chose de plus streamliné, de plus automatisé, de mieux standardisé avec une vraie génération de leads régulière, etc. Vous pouvez regarder l'Office Hour de Léa qui est dispo sur la série Anyone Can Scale sur coupdeta.co. Et voilà. Vous allez me dire, mais la question, c'est la question du temps et des priorités. Il y a un truc que j'aime beaucoup répéter aux entrepreneurs, c'est que le temps dans la vie d'une entreprise, c'est dynamique.
et c'est pas statique. C'est-à-dire que il faut savoir donner du temps de façon différente à des choses différentes en fonction des stades de votre entreprise. Comme dans ce chapitre 1, on est concentré sur le scale individuel, donc vous êtes freelance, autonome, ingénieur, avocat, codeur, whatever. Ce qui compte, c'est de voir quel est le bon équilibre entre le temps que vous allez consacrer à traiter vos clients et le temps que vous allez consacrer à chasser vos clients. Vous n'avez pas d'autre façon de faire que de dédier un temps à l'un et un temps à un autre de façon rituelle tous les jours. Si vous le faites au fur et à mesure des entrées et des sorties, vous allez devenir l'esclave de la demande et vous allez faire quelque chose qui est l'erreur classique de tous les gens qui démarrent un projet. C'est qu'au début, vous allez paniquer que personne n'achète, donc vous allez avoir plein de clients. Ensuite, quand vous avez ces clients, vous allez arrêter de vendre parce que vous dites j'ai des clients, il faut que je les traite. Vous allez les traiter. Et quand vous traitez ces clients, vous ne vendez pas. Et à la fin du traitement de ces clients, les nouveaux clients mettent du temps parce que vous avez une phase de down comme ça avant de remonter. Et donc, le sujet pour vous, là, c'est de ne jamais arrêter de vendre. Alors, au début, je pense qu'un bon 50-50 est plus que convenable. Par exemple, vous pouvez vous dire, mes matinées, je vends, mes après-midi, je traite. Après, si vous avez plutôt du soir, le matin, vous traitez, le soir, vous vendez, peu importe. Mais ce qui compte, c'est que vous vous fixiez la discipline de vous mettre à votre chaise, derrière votre ordinateur ou dehors ou je sais pas quoi, mais de vous mettre en mode vente la moitié de votre temps. Et normalement, si ça se passe bien, les process de vente vont être de plus en plus automatisés. Et comme ils vont être de plus en plus automatisés, vous allez pouvoir les réduire. Et vous allez pouvoir tendre vers un 75-25. Mais vraiment, au début, commencez au moins par un 50-50. Et même si vous avez la tentation que vos premiers clients, ça va déborder, débordez le soir, travaillez plus, mais n'enlevez pas vos 4 heures de vente par jour du matin qui sont primordiales et que vous devenez garder de façon constante pendant très longtemps. Dans la formation coup d'état, état d'esprit, il y a un sujet dont j'ai complètement oublié de parler, qui est le rapport au temps et comment gérer la temporalité d'un projet. L'erreur la plus courante des entrepreneurs, c'est de planifier leur projet dans le temps et d'avoir des milestones qui ressemblent à un calendrier soviétique. Donc, je suis là, dans mon projet, 6 mois après, j'aurais fait mon MVP, dans 12 mois, j'aurais fait ma levée de fonds, je sais pas quoi. Alors, il y a une raison pour laquelle les calendriers soviétiques, ça marchait pas. Et c'est à peu près la même quand on est entrepreneur. C'est que prédire le futur, ça demande un niveau de data et d'information qui est quasi impossible à atteindre quand on est une personne et un individu. Le futur, c'est un mystère. Et la deuxième chose qui vient rencontrer ce problème, c'est que les gens pensent qu'être entrepreneur, c'est prendre les bonnes décisions. Alors, je vais essayer de vous faire une petite démonstration mathématique. Regardons cette boîte-là, sa temporalité, et regardons cette boîte-là. Ça, c'est l'entreprise A, et ça, c'est l'entreprise K, parce qu'elle a suivi coup d'état. Donc, l'entreprise A, c'est des A-players. Ils essaient de faire les choses bien. Donc, à chaque fois qu'ils prennent une décision, ils vont prendre un temps théorique qu'on va appeler T. Donc, chaque décision de A prend T. T prime, T seconde, T machin, T machin. OK ? Maintenant, imaginons que les mecs chez A, ils ont fait Polytechnique, super smart, et ils ont un taux de réussite dans leurs décisions de 80%. Maintenant, imaginons l'entreprise K. Alors, l'entreprise K, ils n'ont pas fait Polytechnique, ils sont moins intelligents, et ils ont un taux de succès dans leurs décisions de 20%. Mais par contre, peut-être qu'ils ont raison 20% du temps, mais quand A met T à prendre une décision, K, il a pris
10 décisions. OK? Qu'est-ce qui se passe? Cette boîte-là, elle va avoir des cycles qui vont durer T. Cette boîte-là va avoir un cycle qui va durer T divisé par 10. Et quand vous avez 20% de réussite, mais que vous allez 10 fois plus vite, vous finissez par trouver la vérité avec un peu de chance entre K1 et K10. Donc, si vous êtes vraiment malchanceux, peut-être qu'il va vous falloir 10 lancers. Et vous allez avoir pris autant de temps que A. Mais votre courbe d'accumulation d'apprentissage est beaucoup plus élevée. Par contre, de temps en temps, dans les cycles, vous allez avoir de la chance. Donc vous allez passer la milestone là, donc M1 plus vite, puis M2 peut-être par là. Et petit à petit, dans le temps, lui, il va toujours prendre la bonne décision en 80% des cas, mais lentement. Vous allez prendre des décisions rapidement et de temps en temps, beaucoup plus rapidement parce que vous allez avoir un peu de chance. Parce que vous avez 20% ou même 10% de réussite. Et bien, à votre avis, laquelle des deux boîtes gagne? Et bien, c'est toujours K. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien dans une entreprise de prendre la bonne décision. Ce qui compte, c'est de prendre des décisions. Si vous prenez la mauvaise, ce sera évident que c'est la mauvaise et vous pourrez changer. La question, c'est à quel rythme vous êtes capable de changer. Et là, rencontre le sujet numéro 1 de pourquoi les gens ne se lancent pas. Les gens ne se lancent pas parce qu'ils n'ont pas la bonne temporalité. Le conseil que je donne aux entrepreneurs, c'est que comme le but, c'est de devenir K, comme le but, c'est de rentrer dans des cycles hyper rapides, la seule façon de faire, c'est de ne jamais penser à plus d'une journée en avance. Quand on a créé The Family, on avait comme règle de dire aux gens, il est interdit de dire après-demain, il est interdit de dire la semaine prochaine, il est interdit de dire le mois prochain. Qu'est-ce qui se passe dans votre projet si vous vous dites que votre horizon de temps maximum, c'est toujours 48 heures? Ben, votre site internet sera dégueulasse en 48 heures, mais il sera là et il vous donnera de l'information. Et vous verrez que faire les choses rapidement, faire les choses avec rythme, ça vous donnera un niveau d'information et un niveau de croissance qui est unique. Alors je vous en supplie, si vous faites la formation coup d'état et que vous n'appliquez pas ce conseil, arrêtez de la suivre parce que ça va être mauvais pour ma réputation. J'espère que vous avez aimé cet épisode. J'espère que vous avez compris que la génération de leads, c'est pas automatique. Ça demande un investissement de temps dédié. Ça demande de la méthode et de la répétition pendant des années et des années pour devenir très bon à ça. Ça demande de la standardisation pour être sûr de pouvoir toujours vendre et toujours remplir son pipe et ne jamais être dans ces déserts de leads où recommencer le moteur, ça coûte cher. Et si vous avez fait ça correctement, vous allez rencontrer un problème de riche. Un de mes préférés, c'est que vous allez avoir trop de clients. Et quand vous allez avoir trop de clients, vous allez avoir les premiers problèmes de scale. Alors, ça tombe bien, c'est l'épisode d'après. Comment standardiser votre offre?